Bonjour à toutes et à tous. On risquerait presque de passer son temps à regarder ces dernières vidéos des années 70 du disco. Écoutez, je suis super content. Vous êtes très nombreux aujourd'hui. Vous êtes plus de 250 personnes à vous être inscrits. On va essayer de répondre bien évidemment à vos questions. Vous savez que Dougs, tous les jours, fait des webinaires. Là, à l'instant, on en fait 3, très exactement, à la même heure, avec différents sujets. Alors, bien évidemment, on va parler quand même de quelque chose qui nous est tous cher, la protection sociale des présidents de SAS et des présidents de SASU, ainsi que des gérants minoritaires de SASU. Avec moi, Étienne, qui est juriste en droit social, bientôt avocat d'ailleurs, on va dire, quand même, n'ayons pas peur des mots. Bonjour à tous. Voilà, qui est avec nous pour co-animer cette réunion. Une réunion dédiée, bien évidemment, à la protection sociale des présidents. Et on va le voir sous 3 angles, celui de la santé, celui de la prévoyance et celui de la retraite. Alors, Étienne, on te représente. Juriste en droit social. Moi, pour ma part, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs et je suis également expert comptable. Ce que je vous propose, c'est de pouvoir en discuter. Donc là, c'est une première pour nous, non pas en webinaire, on en fait tous les jours, mais sur la protection sociale des présidents de SASU et de SAS. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, je pense un peu moins d'1 heure parce qu'on n'a pas un grand sujet quand même, pas trop long à traiter. On est en live, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Bien évidemment, on va se répartir les rôles, c'est-à-dire que quand je parlerai, c'est Étienne qui posera les questions et puis vice-versa. Donc, n'hésitez pas en tous les cas à chatter, à pouvoir en fait émettre tout ce que vous souhaitez comme question et tout ce qui vous passe par la tête. Alors, de façon très concrète, on va démarrer tout de suite par rappeler en fait une espèce d'évidence, mais je pense que ça vaut le coup, c'est de parler du statut d'un président. Alors, quand je dis statut d'un président, que ce soit SAS ou SASU, c'est exactement la même chose. Je rappelle, la SAS, c'est la forme plurielle, c'est-à-dire là où il y a plusieurs associés. La SASU, c'est une SAS, mais unipersonnelle, ça veut dire qu'il y a un seul associé. Et je pourrais rajouter aussi les gérants minoritaires de SRL, mais comme son nom l'indique, c'est minoritaire, c'est pas un jeu de mots, mais de façon très concrète, c'est quand même relativement rare. Mais ça existe et c'est pour ça que le webinaire leur est également dédié. Alors, je rappelle que le statut d'un président, c'est quoi ? C'est d'être rattaché au régime général de la sécurité sociale. C'est-à-dire que, premièrement, il a un bulletin de salaire comme un salarié. Il y a des cotisations sociales comme un salarié. C'est exactement la même chose. Tout pareil, sauf, on va dire 2 points. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de rattachement au monde de Pôle emploi. On y viendra juste à la fin. En dernier, on fera un petit apartheid là-dessus. Et deuxièmement, le président n'a pas, ou n'est pas en tous les cas, soumis au Code du travail. Vous savez, espèce de gros bouquin là. Il y a juste Étienne qui connaît le nombre d'articles qu'il y a là-dedans. C'est plusieurs dizaines de milliers. Mais ça, il n'est pas concerné par la moindre seconde. D'accord ? C'est très important. C'est pour ça qu'il n'y a pas de notion de congé payé, de salaire minimal, d'horaire ou quoi que ce soit. Ça n'a strictement rien à voir avec le monde. Donc, en fait, de façon très claire, les présidents, quand les SAS ont été créés, il a fallu le rattacher à quelque part. Ils ont été rattachés au régime général de la sécurité sociale. Voilà comment ça s'est passé au début des années 90. Et puis, aussi, autre particularité, le président a nécessairement un statut cadre. Pourquoi cadre ? Parce que tout simplement, il est cadre supérieur, il est le premier cadre supérieur au sein de la société et c'est à ce titre-là qu'il est rattaché non seulement au régime général, mais également au statut cadre. Et JC qui pose une première question, j'en profite pour les directeurs généraux. Oui, JC, exactement, les directeurs généraux sont ce qu'on appelle des mandataires sociaux et à partir du moment où, JC, tu as un mandat, par définition, tu es rattaché systématiquement dans une SAS, bien évidemment, au régime général et nécessairement au statut de cadre. Donc, mesdames et messieurs, tenez bien compte de cela. Il faut impérativement penser que quand on est président de SAS, on a un statut cadre et c'est très important, notamment au niveau des inscriptions. Alors, on n'en parle pas là parce qu'avec Étienne, on a fait une vidéo et en plus, on a un webinaire dans quelques jours qui en parlera, mais de façon très concrète, pensez bien à cela. Donc,
On en a parlé, régime général, statut de cadre. Alors, ce qui fait râler, bien évidemment, on va arriver comme ça, on aura percé l'abcès directement, c'est le coût qui est attaché à ce statut. Bon, bah ça coûte cher, hein, et on va pouvoir le voir directement là. Alors, j'ai pris donc l'hypothèse de quelqu'un qui voudrait 100 euros net, d'accord? Pour avoir 100 euros net, vous savez, sur une fiche de paye, il y a toujours une différence entre ce qui est en bas et ce qui est en haut. Alors, en haut, si on veut avoir 100 euros net avant impôt sur le revenu, il faut avoir 128, d'accord? Et c'est là-dessus que va se calculer le montant des charges patronales, c'est-à-dire 45%. C'est-à-dire, en l'occurrence, 128 multiplié par 45%, ça fait 58 euros. Je rappelle effectivement que, assez paradoxalement, même si on touche le SMIC, même si on est en dessous du SMIC, il n'y a pas de réduction sur le taux de cotisation, ça n'existe pas. Quoi qu'il arrive, que vous gagnez 100 euros, 1000 euros ou 10 000 euros par mois, vous aurez toujours le même taux de charge patronale, ce qui est complètement aberrant. Alors quand on a des taux, enfin des revenus très bas, après il y a une espèce de minimum, de garantie minimum de points de retraite qui va se mettre en plus, mais de façon très concrète, on ne fait pas d'économie du tout, à la différence des salariés, où la personne qui est au SMIC coûte à son patron, entre parenthèses, à son employeur 10% de charge patronale, quand quelqu'un qui touche 3 fois le SMIC va en coûter 45. Et bien là, on est à 45 d'emblée. Donc ça veut dire que pour avoir 100 euros, eh bien, je vais additionner les 3 rectangles verts, 100 plus 28 plus 58, ce qui fait 186. Alors, on pourrait s'arrêter là, mais je rappelle quand même que la plupart des SS sont à l'impôt sur les sociétés, et même celles qui sont à l'impôt sur le revenu, ça ne change pas grand-chose. Ça veut dire que plus on a de charges, plus on va baisser l'impôt sur les sociétés. Si bien que quand vous vous donnez une prime, quand vous vous donnez un salaire et qu'il y a des charges patronales, eh bien ça réduit le montant de l'impôt sur les sociétés, si bien que la société n'a pas à payer les 186, elle va les payer au début, mais elle va se rattraper en faisant des économies sur l'impôt sur les sociétés, soit à hauteur de 28 euros si on tape dans des profits à 15%, ou de 52 si l'impôt sur les sociétés est à 28%. Moralité de l'histoire, quand on enlève des trois colonnes vertes, les 186 euros, et j'enlève le bleu, les 28 ou les 52, le coût réel pour la société, c'est 658 euros, 134. Alors, le pire qui puisse arriver, si la société ne fait pas de bénéfice, elle ne paye pas d'impôt, et si elle ne paye pas d'impôt, finalement, on se retrouve avec 186 euros de coût. Moralité de l'histoire, plus vous gagnez d'argent, plus vous faites des économies sur les charges sociales. C'est complètement fou, mais c'est comme ça. Alors, je vois qu'il y a une question. Hugo, sans salaire pour le président, OK, versement de dividendes uniquement, est-ce que ces informations sont également valables? Oui, on va y arriver, tu vas voir, Hugo, parce qu'on a toute une série justement de questions et de réponses, parce qu'on a réfléchi en fait à des stratégies et on va les faire à la fin. Donc, Hugo, ta question, on y répondra tout à l'heure si tu veux bien. Je vais, juste avant de laisser la parole à Étienne, parler d'un cas très très précis que les personnes oublient trop fréquemment. La plupart aujourd'hui des sociétés font que ce qu'on appelle les primo-entrepreneurs, c'est-à-dire les entrepreneurs pour la première fois, choisissent souvent la forme de SASU. Globalement, partez du principe qu'en France, 7 sociétés sur 10 se créent sous une forme de SS. Ça ne veut pas dire que toute la vie, il faudra rester en SS, mais c'est le format le plus simple, le plus utilisé, celui qui vous permet, en plus de rester à la sécurité sociale, le temps de votre Pôle emploi, c'est-à-dire souvent 2 ans, voire 3, pour nos amis les plus âgés qui voudraient créer des sociétés. Mais ce qui est très important de savoir, c'est qu'il y a des périodes. C'est-à-dire que quand vous allez vous inscrire à Pôle emploi, en règle générale, si vous êtes parti par le biais d'une rupture conventionnelle, vous pouvez bénéficier en fait de ce qu'on appelle une portabilité. Et cette portabilité, elle peut aller jusqu'à 12 mois. Ça veut dire quoi une portabilité? C'est que vous avez une portabilité prévoyance, une portabilité mutuelle qui vous permet pendant 12 mois de bénéficier de ce que vous aviez dans votre entreprise précédemment. C'est ultra génial, mais c'est bien 12 mois au moment de l'inscription auprès de Pôle emploi. Ce n'est pas après la création de la société. Et trop souvent, beaucoup de dirigeants se disent « Bon, pendant 2 ans, je ne vais pas me payer puisque Pôle emploi me paye. Et puis, du coup, je suis un peu peinard. » Bon, sauf que le temps passe et que dès que les 12 mois vont sonner, terminé, fin de l'histoire.
il n'y a plus de portabilité. Alors, je ne suis pas en train de vous parler de la boîte de Médoc qui vous sera remboursée 5 centimes de plus ou de moins, ça n'en a rien à foutre. Je suis en train de vous parler effectivement de prévoyance, c'est-à-dire qu'il vous arrive un pépin majeur, eh bien, c'est mort. C'est-à-dire qu'il y a un no man's land qui va se situer 12 mois plus un jour après votre inscription au Pôle emploi jusqu'à la fin de votre ARE. C'est-à-dire que pendant que vous ne vous rémunérez pas, eh bien, vous n'êtes plus couvert du tout. Si vous êtes couvert par Pôle emploi et puis peut-être par la Sécu, mais si à un moment donné, votre cas est désespéré, eh bien, vous ne toucherez plus rien du tout. Donc, pensez à ça, mais on y reviendra tout à l'heure, juste après. Alors, je vois que d'autres questions sont arrivées. Hugo, sans salaire pour le président, versement de dividendes uniquement parce que les infractions, on n'y part pas. Michael, dans la même situation que le coût de 134, sur RC 100 € de dividendes, ça coûterait combien? Ça coûterait très exactement moins cher, à peu près 10 à 15 €, Michael, que la plupart. Alors, j'en profite pour dire et bonjour à toi, Michael. J'en profite pour dire effectivement qu'on a des webinaires qui sont spécifiquement dédiés à la rémunération. Et oui, Michael, les dividendes coûtent moins cher, à peu près 10 ou 15 €, mais je rappelle que les dividendes n'apportent zéro en termes sociaux. Ça, c'est très important. Et Patricia, je parlais pour les personnes plus âgées, parce que la moyenne aujourd'hui des entrepreneurs, elles sont à peu près vers entre 25 à 35 ans. Et aujourd'hui, au sein de Douce, on se félicite d'ailleurs, on a des personnes qui ont 58 ans, 60 ans, 65 ans, qui s'inscrivent pour la première fois en tant qu'entrepreneur. C'est plus âgé que la moyenne, bien évidemment, et moi-même, je suis pas un jeune perdreau en la matière. Yann, un webcast sur les prévoyances mutuelles, on va y arriver. On peut mettre en place un contrat type Madelin, on y arrivera, et ça s'appelle plus Madelin désormais, et ça, c'est pour les gens majoritaires. Peut-on garder, négocier la portabilité au-delà de 12 mois? C'est mort. C'est aussi simple que ça. La connexion est très mauvaise. Ah, là, c'est pour toi, Stéphanie, là, je pense. Philippe, hypothèse, rupture conventionnelle fin novembre, inscription Pôle emploi décembre, délai de carence de quelques mois, 5, je crois. Début de l'ARE en mars, par exemple. À partir de quand débute la portabilité? Eh bien, c'est décembre, très exactement, que ça commence. Voilà très exactement, Philippe. Et on va laisser la parole maintenant à Étienne, qui va nous parler de la première partie. On y va sur la santé. Oui, alors merci Patrick, c'était très complet. Donc oui, vous avez compris qu'en tant que président de SASU ou de SAS, vous êtes assimilé salarié, vous payez des charges quand vous versez un salaire, et ces charges sont élevées, mais la contrepartie, on va aborder maintenant cette contrepartie, c'est que vous aurez aussi des droits vis-à-vis de la protection sociale, des droits sur votre santé qui sont plus élevés, vous, en tant que président, que votre collègue indépendant majoritaire, gérant majoritaire de SARL, par exemple, qui lui paiera moins de charges, mais aura aussi moins de droits. Alors après, on peut toujours améliorer les choses, mais là, je vais vous parler de ce qui est prévu à la base, ce qui est obligatoire, et en commençant tout de suite par votre santé. Votre santé, vos frais santé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, c'est très simple. Patrick vous a expliqué que vous étiez assimilé salarié, c'est-à-dire qu'au regard de la sécurité sociale, vous êtes au régime général comme les salariés. Donc, les règles vont être grosso modo comme pour les salariés. Donc, c'est-à-dire que vos frais santé, vous allez à la pharmacie, vous allez voir votre médecin, vous allez voir votre dentiste. Ces frais-là, ces frais de santé seront remboursés par votre CPAM, donc sur votre compte Amélie. Votre carte vitale fonctionnera pareil. Et au-delà de ça, vous pouvez augmenter ces remboursements-là, ce taux de remboursement, parce que la sécurité sociale ne rembourse pas tout, vous le savez très bien. C'est environ 70%, la base de remboursement est fixée à environ 70%. Et bien, c'est à ce moment-là qu'une mutuelle veut venir pour vous aider à améliorer vos droits au remboursement de vos frais santé. Cette mutuelle n'est pas obligatoire, mais ce qui est très bien pour vous et ce qui est spécifique à vous, président, c'est que cette mutuelle, que vous pouvez souscrire auprès d'une mutuelle ou d'une compagnie d'assurance agréée par le pouvoir public, elle peut être financée intégralement par votre société. Et ça, c'est un avantage qu'il faut bien avoir en conscience. Pourquoi? Parce que tout le monde a une mutuelle, mais tout le monde ne la finance pas pareil. Les salariés, ils la cofinancent avec leur entreprise. Et vous, je ne sais pas si c'est le cas, mais vous avez certainement une mutuelle. Si vous avez déjà la suisse en tête, c'est votre société qui la paye. Si vous ne l'avez pas, c'est votre salaire qui la paye. C'est votre salaire de président. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre salaire de président, il est taxé. Il est taxé, Patrick, vous l'expliquer. C'est si vous voulez 100 € net sur votre compte bancaire, il faut dépenser par votre société environ 185 €.
Maintenant, si votre mutuelle coûte 100 euros par mois et que c'est votre salaire qui la finance, là, votre société doit sortir 185 euros. Maintenant, si vous faites jouer le jeu de la mutuelle financée par votre entreprise, je vais vous expliquer très schématiquement comment ça marche, eh bien, c'est votre société qui finance directement cette mutuelle. Et il n'y a plus de charge sociale. Donc, dans le second cas, une mutuelle qui coûte 100 euros, bah, c'est la société qui finance à hauteur de 100 euros et vous faites une économie de 85 euros, soit les charges sociales que vous aurez dû verser si vous étiez versé un salaire pour financer cette mutuelle. Donc ça, c'est un truc que vous seul, président assimilé salarié, vous pouvez faire. Donc, mettre en place cette mutuelle-là, il y a 2-3 choses à savoir, c'est-à-dire que pour la mettre en place, il faut légalement mettre en œuvre, éditer ce qu'on appelle une décision unilatérale de l'employeur. Il faut souscrire un contrat d'assurance à une compagnie d'assurance agréée par le pouvoir public et qui vous propose une formule dite de contrat responsable. C'est très important, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les pouvoirs publics ont mis en place ce qu'on appelle un cahier des charges sur lesquels est fixé le montant des remboursements minimum et maximum, les prises en charge obligatoires sur certaines prestations de santé, d'autres qui sont exclues. Il y a une bonne liste, mais il faut absolument, lorsque vous souscrivez un tel contrat avec un assureur, bien lui demander que ce contrat soit dit contrat responsable. Sinon, tout ce que je vous ai dit sur l'exonération de charges sociales, on oublie. Ça sera considéré comme un avantage en nature aux yeux de l'URSSAF. Et donc, du coup, l'opération d'optimisation de votre rémunération, de votre protection sociale, ça sera un échec. Mais voilà. Sur vos frais santé, 2 choses. Vous relevez du régime général des salariés. C'est ACPM qui rembourse vos médicaments avec votre carte vitale comme si vous étiez salarié. Et de l'autre côté, vous pouvez avoir une mutuelle. Ce n'est pas obligatoire. Mais si vous l'avez, vous pouvez faire une décision unilatérale de l'employeur. Il faut souscrire un contrat d'assurance responsable. Et j'ajoute une chose, il faut aussi que votre société vous autorise à avoir cette mutuelle-là. C'est-à-dire que faut une décision d'assemblée générale qui vous dit, OK, pour le mandataire social, il peut rentrer dans cette mutuelle. Ça, c'est une chose. Et ça concerne vos frais santé. C'est ce qu'on appelle la prévoyance légère, à côté de la prévoyance lourde que je vais vous parler par la suite. Là, on va rentrer dans une catégorie de prestations qui sont d'un autre niveau, qui sont hautement plus problématiques. Mais peut-être d'abord répondre aux questions qui ont été posées sur les frais santé. Alors, on a déjà répondu, Michael, sur un point, la mutuelle financée à 100% par la société. Est-ce que mes salariés doivent avoir une mutuelle couverte à 100%? On y arrivera, Michael. On répond après à ce point-là. Jérémy, cette mutuelle financée par la société peut-elle aussi couvrir les membres de la famille en ayant droit? Tu as répondu oui. Et donc là-dessus, pas de souci. Daniel, on va répondre à ta question qui pose une question. Donc, mutuelle possible, même si pas de salaire. Donc ça fait partie des stratégies à avoir. Yolène qui fait donc il faut un PV d'AG. Il n'y a pas besoin uniquement que d'un PV d'AG, il faut parfois même deux. Et on arrivera tout à l'heure. Et Michael, le PV d'AG est-il obligatoire? Est-ce que ça peut être rétroactif? Et on arrivera à ce point-là. Donc là, on a étudié la partie santé. Je pense que c'est un point qui est très important parce que beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent sont présidents de SASU. Parfois, d'ailleurs, ont quasi systématiquement, souvent, en tous les cas, la portabilité. Parfois, s'assurent, eux, à titre personnel, ne sachant pas que la société peut prendre à sa charge ces points. Et on arrive, nous, en tous les cas, au sein de Doux, parfois à s'apercevoir en disant aux gens, tiens, c'est bizarre, vous n'avez pas de prix de mutuelle ou de choses comme ça. Et on s'aperçoit en fait que les gens ont pris quelque chose par ailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Moi, on a un client, par exemple, son épouse travaille Air France, la protection sociale d'Air France fait que tout le monde peut en bénéficier. Il n'y a pas nécessité de prendre quelque chose de très important. Mais souvent, c'est dommage, comme l'a expliqué Étienne, d'avoir quelque chose dont on va sortir de l'argent de la société pour pouvoir payer quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on a tout faux, presque, en tous les cas, si on n'a pas réfléchi. Julien, si je suis la mutuelle groupe de ma femme, puis-je me passer en note de frais SVP? Alors, Julien, par définition, si tu ne donnes pas d'argent toi, si c'est ton épouse qui paye tout, ça va être très difficile de pouvoir prouver, en tous les cas, que c'est toi qui as payé ta poche. Si c'est le cas, pourquoi pas? On peut imaginer quelque chose. Ça peut s'envisager. Stéphanie, si la société doit autoriser à avoir une mutuelle dans un cas de SASU avec président sans salaire, il faut quand même un PV d'AG ou juste une autorisation signée par le président. Alors, il y a un surcoût. Alors,
Tu veux que je réponde à la question, Étienne, ou tu Bah, veux... je peux répondre. En fait, je vous explique. En principe, depuis 2016, le 1er janvier 2016, l'État a généralisé cette mutuelle d'entreprise pour les salariés. La question s'est posée pour les mandataires sociaux, assimilés salariés, est-ce qu'eux aussi ils peuvent en bénéficier? La loi n'a pas tranché cette question, et donc c'est une circulaire qui n'a pas de valeur légale aux yeux d'un juge, et qui nous indique que c'est possible pour le mandataire social assimilé salarié, c'est-à-dire les présidents de SASU, dans notre cas, mais à ce moment-là, il faut une autorisation du conseil d'administration. Toutes les SASU n'ont pas un conseil d'administration, mais nous dit la circulaire, ou un organe qui a les mêmes pouvoirs. Donc, une assemblée générale, à défaut de conseil d'administration, pour vous autoriser à bénéficier de cette mutuelle, ça, a priori, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais il faut bien avoir à l'esprit que l'URSSAF, en cas de contrôle, en fait, va demander que la société est d'accord que son mandataire social bénéficie de cette mutuelle. Donc, il faut quelque part avoir un PV pour caractériser ce fait. Voilà. Alors, ça peut être aussi marqué dans les statuts, dans l'absolu, que les charges sociales peuvent être prises en charge, parce qu'en fait, c'est l'ensemble des charges sociales. Hein. Je crois qu'il faut vraiment que ce soit très important. On a parlé de la santé, d'accord? Donc, la santé, vous avez compris, hein, c'est les boîtes de médicaments qui peuvent être remboursées, c'est 2-3 trucs. Maintenant, on va parler de la prévoyance. Prévoyance qui est quand même lourde de conséquences. C'est le truc le plus gros, malheureusement, qui peut arriver. Alors, quand les choses vont bien, on file de l'argent pour rien à la prévoyance. Ça veut dire qu'on est en vie, hein, que tout s'est bien passé. Et quand il y a un pépin majeur, la prévoyance va s'appliquer. Ok. Alors, juste avant, je vais répondre à la question de Mathieu qui nous dit: le président de SAS est-il assimilé salarié, même lorsqu'il ne se verse pas de salaire? Sous-entendu, est-ce que c'est un statut et pas la manière dont on perçoit un revenu, salaire, dividende, si je comprends bien? Alors, il faut se verser un salaire pour bénéficier du régime des salariés de base, et vous allez le voir par la suite. S'agissant de votre frais santé, si vous ne vous versez pas de salaire, eh bien, vous n'aurez pas un remboursement du régime général, mais peut-être qu'on y reviendra à la fin, Patrick, je ne sais pas, mais si vous ne versez pas de salaire et que vous êtes exclusivement sur des dividendes, par exemple, vous allez relever de facto de la protection universelle maladie, PUMA, qui est applicable à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde. Il n'y a pas besoin d'avoir un revenu pour bénéficier de cette protection universelle maladie qui vous remboursera vos frais santé. Il suffit simplement de résider, nous dit la loi, de résider de manière stable et régulière en France. Voilà. Mais pour le reste, il faut se verser un salaire. Et notamment la prévoyance, et la transition est faite. J'attaque sur la prévoyance. On appelle cette prévoyance lourde parce que ce sont des grosses dépenses, et ce sont aussi des gros événements dans la vie qui peuvent vous arriver et qui sont assez tragiques. Dans un ordre graduel, les indemnités journalières, lorsque vous tombez malade et que vous ne pouvez plus travailler de manière temporaire, la sécurité sociale va vous verser, sous certaines conditions, des indemnités journalières comme pour un salarié. De manière un peu plus grave, si vous avez un accident ou une maladie qui vous rend quelque peu invalide, sous certaines conditions, vous allez pouvoir toucher une rente d'invalidité. Donc là, c'est un peu dommage pour vous. Il y a plusieurs degrés, je vais vous expliquer. Et dans le pire des cas, soyons un peu tragiques jusqu'au bout. Et en cas de décès, vos ayants droit, votre famille, parce que non seulement c'est un décès, c'est aussi un drame psychologique, mais c'est aussi des complications matérielles qui surviennent très vite, eh bien, vous pouvez recevoir, sous certaines conditions, un capital décès. Alors, juste, Étienne, je vais en profiter parce que on va parler quand même du minimum qui peut être perçu, et vous allez voir, c'est que dalle. Oui, j'allais revenir sur chacune. Tu vas revenir dessus? Ouais. Je te laisse pour le faire. Vas-y. C'était juste une présentation générale. Maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus en détail dans chacune de ces catégories-là de prévoyance lourde. Indemnité journalière. Alors, voilà, je vous disais, il y a Mathieu qui nous disait, salaire, pas de salaire, qu'est-ce que j'ai pas. Là, il faut se verser un salaire pour le coup. Pourquoi? Parce que l'indemnité journalière de la sécurité sociale, elle est conditionnée à deux choses, soit l'une, soit l'autre. Soit vous justifiez de 150 heures de travail sur les 3 mois précédant votre arrêt maladie, soit vous justifiez de 115 SMIC, une cotisation sur un salaire équivalent à 115 SMIC horaires sur les 6 derniers mois précédant votre arrêt de travail. Soit l'un, soit l'autre. Dans les deux cas, il faut se verser un salaire. Et dans les deux cas,
je vous le dis tout de suite, l'indemnisation est très faible. Ça est au maximum, je vous donne tout de suite le maximum. C'est-à-dire que vous pouvez verser 100 000 euros par mois, il y a un maximum plafonné par la sécurité sociale. Il est environ à 45 jours, à 45 euros par jour, à l'heure où on se parle d'indemnité journalière. Donc c'est vraiment faible et c'est le maximum. Donc, en règle générale, le calcul est un peu compliqué, c'est-à-dire que la sécurité sociale, la CPM, fait un calcul sur votre gain journalier, c'est 50% de ce gain journalier, et donc on arrive vraiment à des montants assez faibles. Joël, je vais poser une question et ça correspond à quoi? En fait, de façon très concrète, l'arrêt de travail, c'est 50% des revenus, 50% des revenus, mais plafonné à 1 350 euros par mois. Donc, ça veut dire ça fait 45 euros par jour, voilà, maximum. Voilà, 45 x 3, enfin, ça fait 1 350, tout bêtement. C'est le maximum qu'on puisse toucher au niveau des indemnités journalières par le biais du régime général, très exactement. Alors, voilà. Alors, Joël me disait, ça correspond à combien? 115, mon avis, il veut dire 115, c'est 150 SMIC déjà, c'est 150 SMIC horaires. Et il faut faire un simple produit. Je peux vous donner le SMIC horaire aujourd'hui, il est à 10,15 € brut. Il faut multiplier par 150 et vous avez tout simplement l'information. Voilà, c'est 1 500 €, Yann, pas 15 000. Hein. Passons sur ce qui est un peu plus grave. Cette fois, vous avez un accident ou une maladie qui vous cause une incapacité, une invalidité sur le long terme. Pas forcément définitivement, mais en tout cas sur le long terme. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui est prévu pour vous dans cette circonstance-là. La sécurité sociale prévoit quelque chose pour vous en tant qu'assimilé salarié. Comme pour les salariés, si le médecin de la sécurité sociale détermine que vous avez une capacité de travail réduite de 2 tiers, une capacité de travail réduite de 2 tiers, ça fait 66,6%, et qui vous cause par conséquent une perte de rémunération, à ce moment-là, vous allez peut-être pouvoir bénéficier d'une rente d'invalidité. Selon votre classement, il y a 3 catégories. Catégorie 1, ça va correspondre à une invalidité qui ne vous empêche pas non plus d'exercer toute activité professionnelle. Et dans cette première catégorie, vous allez toucher quelque chose qui est assez faible. C'est pareil, c'est faible. Ça va être un pourcentage des revenus antérieurs. Et ce pourcentage, il est fixé à 30%, avec un montant maximum et minimum. Minimum, on est autour de 300 € par mois. Maximum, 1 000 €. Vous voyez, donc c'est vraiment c'est assez faible, 30% de vos revenus antérieurs quand vous êtes dans la catégorie 1. Si vous passez dans la catégorie 2, c'est que là, vous avez vraiment une invalidité qui est plus prononcée et qui vous empêche d'avoir encore plus d'activité professionnelle. Et là, ça sera 50% de vos revenus antérieurs, avec pareil, un minimum et un maximum. Le minimum, il est pareil que je viens de vous expliquer pour la catégorie 1, c'est-à-dire un peu moins de 300 € par mois. Et ce maximum, il est à 1 700 € environ. Et la troisième catégorie, je l'aborde, mais je ne la souhaite vraiment pas. C'est là, clairement, vous êtes quasiment tétraplégique. Vous pouvez plus, vous avez besoin d'un auxiliaire de vie au quotidien pour faire les gestes de vie minimale. Et à ce moment-là, vous allez avoir une meilleure indemnisation. Mais dans tous les cas, vous remarquez quand même que c'est faible. C'est faible. Petite parenthèse, vous pouvez cumuler une rente d'invalidité avec un salaire dans certaines limites. C'est pas interdit qu'un salaire professionnel. Il faudra faire des calculs par rapport à votre rémunération antérieure pour voir si ça si c'est pas supérieur par rapport à votre rémunération antérieure. Si c'est le cas, on va peut-être baisser, la sécurité sociale baissera votre pension, votre rente d'invalidité. Mais bon, voilà. Sachez que si vous voulez cumuler une pension d'invalidité avec un salaire, c'est possible. Enfin, le capital décès. Bon, brièvement, en cas de décès, vous avez votre famille, vos ayants droit peuvent toucher, sous certaines conditions, un capital, une indemnité qui est forfaitaire et qui est évaluée. Alors, on se parle à 3 472 €. Voilà. Brièvement, bon, j'espère que ça ne vous arrivera pas. Mais voilà, si c'est le cas, voilà, vous savez que sous certaines conditions, votre famille peut toucher un capital. Néanmoins, j'attire votre attention sur quelque chose de très important, parce que là, je vous ai décrit des situations qui sont relatives à vos droits de base. Vous pouvez les augmenter, ces droits, en souscrivant un contrat avec une compagnie d'assurance. Néanmoins, à ce moment-là, il faut faire au moins bien attention à une chose, quand on parle de l'invalidité, c'est qu'est-ce qu'on entend par invalidité. Et ça, il faut faire très attention.
Je vous donne un exemple qui est très courant quand on parle de ça, qui est très parlant, c'est le chirurgien. Le chirurgien qui subit une perte, qui perd un doigt, il ne peut plus faire son activité professionnelle de chirurgien, il ne peut plus opérer personne, c'est plus possible. Mais en revanche, dans la vie quotidienne de tous les jours, ça ne va pas l'empêcher de manger, de se laver, de dormir ou de se déplacer. Donc, qu'est-ce qu'on entend par ce taux d'invalidité? En fait, en droit, on a deux types d'invalidité, on a deux barèmes. On a un barème qui est basé sur l'invalidité fonctionnelle, c'est-à-dire l'invalidité qui vous empêche dans votre vie quotidienne de faire des actes de la vie quotidienne, et l'invalidité professionnelle. Cette fois, c'est l'invalidité qui vous empêche d'exercer votre activité professionnelle. C'est le chirurgien qui a plus de pouce et qui, du coup, ne peut plus exercer sa profession. Et la question se pose, lorsque vous allez voir un assureur, sur quel barème il se place? Est-ce qu'on est sur une invalidité fonctionnelle ou si on est sur une invalidité professionnelle? Étant donné qu'être sur une invalidité professionnelle, c'est toujours plus avantageux pour vous, parce que un chirurgien qui perd je reprends sur cet exemple-là, mais un chirurgien qui perd son pouce, il aura, si on se base sur l'invalidité fonctionnelle, il aura une invalidité qui sera réduite, je sais pas, à 5%. Mais si on se base sur une invalidité professionnelle, il ne peut plus exercer sa profession, il est sur une invalidité à 100%. Donc derrière, la rente ne sera pas fixée pareil. Donc attention à savoir comment, dans le contrat d'assurance, on évalue votre invalidité. Parfois, c'est un mélange des deux, invalidité fonctionnelle, invalidité professionnelle. Mais prenez garde et ayez cette attention particulière sur ce point. On pourrait faire un parallèle d'ailleurs avec parfois les mutuelles qui prennent les lunettes en charge et qui se basent en fait sur le taux de remboursement de la sécurité sociale où ils disent je donne 200-300%. Étant donné effectivement que l'État doit filer 15 € je crois par paire de lunettes, ils ne se mouillent pas trop en disant je vous donne 3 fois plus. Oui, c'est pour ça que quand vous allez être en contact pour un contrat de prévoyance, la question, elle n'est pas tellement combien vous allez payer ou quel pourcentage ça donnera en plus. C'est que de façon très concrète, est-ce que la prévoyance est adaptée à votre situation? Parce que Étienne vient de prendre l'exemple du chirurgien. Imaginez chirurgien, donc pouce terminé, fin de l'histoire, il ne peut plus jamais exercer de sa vie. Si le gars n'a pas pris un contrat de prévoyance, l'État va lui donner gentiment donc une invalidité qui va aller entre 30 à 50% de ses revenus dans la limite de 20 000 € par an. D'accord? Pour un chirurgien, c'est parce qu'il en gagne. Chaque 20 000 €, il les gagne tous les mois dans l'absolu. Donc, il a une vie qui est foutue parce qu'il n'a pas eu le bon contrat de prévoyance. Donc, vous ne pouvez pas monter votre contrat de prévoyance simplement en disant « Hop, tiens, je vais faire un petit truc comme ça, puis ça devrait être bon ». Non, il faut savoir quelle est la définition de la validité. Et donc, ça, c'est un point qui est très important. Donc, je ne pourrais qu'attirer votre attention sur cette analyse de la validation de l'invalidité. À partir du moment où le contrat de prévoyance dit « Tiens, c'est la même chose que ce que l'État peut prévoir », autant vous dire que l'État étant économe de l'argent qu'il doit sortir, eh bien, c'est mort. Vous n'aurez rien. Ou même si vous avez le double. Alors, tout à l'heure, Daniel faisait un mauvais jeu avec le coût du cercueil à 3 472. Si on vous en donne 2 fois, vous aurez quoi? Vous payez 2 cercueils. Et ça s'arrêtera là. Il n'y aura rien de plus, effectivement, qui sera donné. Donc, de façon concrète, il faut être hyper précis et vous devez vous coller dans un contrat de prévoyance et poser toutes les questions. Voilà, ça, je pense que c'est la qualité de l'assureur viendra de la compréhension de votre métier et de la façon dont il analysera la possibilité, malheureusement, d'être invalide. Voilà, ça, je pense que c'est super important. Important, ouais, tout à fait. Et même si on revient très brièvement sur la mutuelle d'entreprise que je vous ai parlé précédemment, de manière identique, quand il y a marqué, comme Patrick vous le disait, 100%, 200%, 300% de remboursement, c'est par rapport au remboursement de la sécurité sociale qui elle-même a des tarifs réglementés. Et donc, parfois, le tarif réglementé de la sécurité sociale ne correspond pas du tout au tarif pratiqué par le praticien ou par l'acte. Et donc, du coup, c'est 200 ou 300% de remboursement, mais de rien du tout. Et donc, ça vous fait quand même un écart entre ce que vous devez débourser vous et ce que vous donne la sécurité sociale plus la mutuelle, qui peut être, selon votre contrat, plus ou moins important. Donc, effectivement, attention. Alors, dernière stratégie. Ouais. Moi, il y a une question, Yann. Yann qui pose quelques questions. Qui assume la charge de la prévoyance? Possible de la faire financer par la société comme la mutuelle? Yann, oui, tout à fait. Exactement. Après, de manière identique avec la mutuelle, il va falloir prévoir, selon les cas, c'est compliqué, mais selon les cas, prévoir une décision unilatérale de l'employeur. Mais sachez
mais sachez, et c'est l'occasion de faire ce rappel, vous êtes assimilé cadre. Ça, on vous l'a déjà dit. Et ce qu'on ne vous a pas dit, c'est qu'il y a une convention, il y a un accord national interprofessionnel de 2017 qui est spécifique sur la prévoyance des cadres et qui impose la prise en charge par l'employeur, donc par votre société, d'une cotisation évaluée à 1,5% de votre rémunération plafonnée à environ 3 400 €. En fait, c'est le plafond mensuel de la sécurité sociale. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un accord qui prévoit l'obligation de prendre en charge la prévoyance des cadres et assimilés. Et vous êtes visé dans cette obligation-là. Donc oui, c'est possible, la prévoyance, la société peut prendre en charge cette cotisation-là. Allez, donc, dernière strate de protection sociale, la retraite. La retraite, on y pense, c'est un débat actuel, puisque la retraite que nous connaissons aujourd'hui est en train d'être réformée, malgré la crise sanitaire que nous traversons. Ça a été stoppé, mais il y a un vrai bouleversement du système de retraite. Aujourd'hui, je vous parlais de comment ça marche aujourd'hui, mais c'est absolument pas garanti que ce que je vous dis aujourd'hui là, ça va être maintenu plus tard, et tout prête à croire qu'il y a une révolution conceptuelle sur la retraite de base aujourd'hui. Aujourd'hui, on est sur une retraite de base qui est philosophiquement prévue pour maintenir un salaire perçu au cours d'une carrière. Demain, les pouvoirs publics voudraient mettre en place une retraite qui serait fonction de votre niveau de cotisation, de votre cotisation versée durant votre carrière. Je cotise 1 €, j'ai les mêmes droits. Aujourd'hui, c'est pas vraiment comme ça, marche un peu comme ça, mais pas vraiment. On est vraiment sur une logique de maintien de salaire. Je vais revenir dessus un peu plus tard. Mais pour vous préciser d'office une chose, lorsqu'on parle de la retraite du président, il faut savoir 2 choses. C'est obligatoire dans les 2 cas. Il y a la retraite de base d'un côté et la retraite complémentaire AGIC-ARCO, qui est aussi obligatoire. Vous pouvez augmenter vos droits, Patrick reviendra peut-être là-dessus plus tard, avec une retraite supplémentaire facultative pour améliorer vos droits à retraite. Mais si on reste sur ce qui est obligatoire, c'est la retraite de base et la retraite complémentaire. Alors, la retraite de base, et là, je vous parler de taux de remplacement dans 2 minutes. La retraite de base, on va parler, je suis sûr que vous le savez tous, en trimestre validé. Trimestre de retraite, il faut que je valide mes trimestres de retraite. Il faut une carrière, il me faut environ, ça dépend de votre date de naissance, mais aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il faut comptabiliser environ 172 trimestres de retraite, ce qui correspond à une carrière pleine de 43 ans. Mais comment est-ce qu'on valide un trimestre de retraite? En versant des cotisations. Et donc, on verse une cotisation quand on se verse un salaire. Et pour valider un trimestre de retraite, il faut verser 150 fois le SMIC horaire brut. Il faut avoir un salaire qui équivaut à 150 fois le SMIC horaire brut. Ça fait quoi? Ça fait 10,15 € fois 150 fois. Globalement, pour valider un trimestre de retraite, donc les 4 trimestres de retraite, c'est le maximum que vous pouvez faire au cours d'une année, pas plus. Vous pouvez verser 1 million d'euros, vous ne validerez pas plus de 4 trimestres de retraite par an. C'est donc 4 trimestres. Et si vous versez environ 600 € par mois, vous allez valider vos 4 trimestres de retraite de base. Certes, avec peu de cotisations versées, donc à la fin, on va vous retirer un petit peu des droits à la retraite, mais vous validerez vos 4 trimestres. Vos droits à retraite sont calculés sur vos 25 meilleures années. Retraite de base. Retraite de base, on fait la somme de votre salaire moyen des 25 meilleures années. Et sur ces 25 meilleures années, si vous avez toutes les conditions, les trimestres, l'âge de départ, vous avez le taux plein, ça sera 50% de cette somme-là. 50% de cette somme. 50% de cette moyenne de salaire des 25 meilleures années. Bref, j'attire votre attention sur le système actuel et le taux de remplacement. Et vous allez voir que en fonction de son niveau de rémunération, de son salaire, on ne se retrouve pas forcément dans le système actuel. Le système actuel vous incite à vous verser un salaire mais qui reste dans une certaine proportion. C'est-à-dire que les droits en retour, en fonction de l'augmentation de votre salaire, les droits en retour à la retraite ne sont pas proportionnels. Ça n'augmente pas aussi vite. Au contraire. 2 lignes à retenir en compte. La ligne bleue, où c'est le taux de remplacement, c'est-à-dire vous partez à la retraite, vous avez un salaire, combien votre pension de retraite va remplacer votre salaire. Vous avez un salaire, vous voyez dans la première colonne, un salaire annuel de fin de carrière environ 18 000 €, vous allez avoir un bon taux de remplacement, une pension de retraite qui remplace assez bien ce salaire-là, qui sera évalué environ, c'est schématique, mais à 80%. Maintenant, vous allez à l'autre bout du tableau, vous avez un super salaire, 325 000 € annuels en fin de carrière,
Et vous allez voir que votre taux de remplacement, il se dégringole à 41%. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout corrélé à votre salaire. Vous passez un certain montant, et en fait, votre salaire continue d'augmenter, mais votre retraite de base, elle, n'augmente plus. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en conscience. Et pour mesurer ça, on parle avec le taux de remplacement. Et ce taux de remplacement, je vous parle, c'est en fait la retraite, pour valider des droits à la retraite et augmenter ces droits à la retraite de base, en fait, il faut se donner un salaire qui serait l'équivalent du PASS. Au-delà, ces droits à la retraite de base, en fait, diminuent, malgré le fait que mon salaire augmente. Voilà. Alors, je prends la parole juste après sur les limites autorisées, puis après, je répondrai aux questions, et Étienne également d'ailleurs. C'est que on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Par exemple, je ne peux pas dire, par exemple, je vais me donner 100 € par mois, ou 600, tiens, histoire de valider les trimestres de retraite, et puis cotiser sur une prévoyance, sur une retraite, comme si je gagnais par exemple 50 000 € par mois. Il y a quand même des plafonds maximum de cotisation, c'est-à-dire que au-delà d'un certain pourcentage, je vous évite les calculs parce que c'est juste impensable, c'est une multiplication d'une multiplication d'un pourcentage qui nous permet, multiplié par des euros, qui nous arrive à déterminer quel est le montant maxi. Alors les assureurs maîtrisent bien ce truc-là, mais globalement, c'est un système qui fait qu'au-delà d'un certain montant, parce que l'État ne veut pas que le système solidaire, je vois qu'une question qui a été posée par Michael qui dit « Est-ce qu'on peut avoir confiance dans le système de retraite ?» Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut faire confiance, en tous les cas, en l'État, enfin à l'État, on peut faire confiance à l'État de prendre toutes les lois possibles, que ce soit sur un plan fiscal, juridique, social, pour empêcher les personnes de ne pas cotiser au minimum. C'est-à-dire que l'État a mis sous scellé, en fait, il l'a fait voter même au niveau national, c'est passé devant la Cour européenne et la Cour européenne dit précisément que les prestations sociales ne peuvent pas faire l'objet de concurrence à proprement parler, c'est-à-dire que vous, dans vos métiers, l'Europe dit il faut la concurrence, mais par contre, en matière d'URSSAF, le monopole existe et il existera toujours parce que l'Europe a déterminé que ça ne pouvait pas faire l'objet de concurrence. Donc l'État s'auto-gère, s'auto-régule, et c'est la raison pour laquelle le système arrive encore à tenir. Est-ce qu'il tiendra ad vieternam ? Étienne a évoqué l'idée de transformation, de modulation. Visiblement, ça va se faire dans les 2-3 ans qui vont venir. Et de façon très concrète, quand vous cotisez trop fort par rapport à ce que vous devriez faire par rapport à la rémunération, ils estiment que ce montant-là est considéré comme un salaire, si bien que vous pouvez être amené à payer des charges sociales sur des cotisations facultatives que vous avez versées auprès d'autres caisses. C'est pour ça que cette limite autorisée existe. Avant de prendre l'autre point, ce que je te propose, Étienne, c'est qu'il y a eu pas mal de questions et on va essayer de répondre. Alors, on s'est arrêté à Olivier qui parle contrat responsable aussi. Alors là, j'avoue ne pas savoir de quoi il s'agit, Olivier, je suis désolé. Contrat responsable, je ne sais pas, je suppose que c'est un contrat d'assurance. Oui, dans ces cas-là, quasiment tout peut prendre, que ce soit les contrats hommes-clés ou autre chose. Je ne sais pas, il faudra en revoir. Et Jérémy, est-ce que le salaire est obligatoire ? Oui, si on veut commencer à déduire, en tous les cas, il y a cotisé de façon facultative. Yolène, est-ce que les contrats doivent être au nom de la société ou on avance les frais et on fait une note ? Yolène, le mieux, c'est que les contrats soient au nom de la société. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace et au moins, on a une certitude, c'est que si tu les fais avec la société, c'est qu'ils rentrent dans les normes autorisées par l'administration. Non, il faut vraiment que ce soit la société qui souscrive à ces contrats-là. C'est la société qui paye les charges sociales, c'est pas vous avec votre compte bancaire personnel. Donc oui, c'est la société qui prend en charge ce type de contrat. Et il faut bien faire les choses correctement. Lorsque la DUE est obligatoire, faites une DUE. Lorsque vous souscrivez un contrat responsable, il faut souscrire un contrat responsable. Pour bénéficier des réductions de charges sociales, il faut que ce soit la société qui prenne en charge cette prévoyance. Oui. C'est mieux. Alors, Jérôme qui pose la question, c'est quoi l'avantage de vouloir faire des notes de frais ? Il n'y en a aucune. Je rappelle, une note de frais, c'est en fait, il y a un module au sein de Doux qui permet en fait aux dirigeants qui ont payé de leur poche au profit de la société de faire une note de frais. Ça veut dire qu'on enregistre la charge
dans les comptes de la société, la contrepartie, c'est un compte courant d'associé. Ça veut dire que la personne pourra se faire rembourser par la société. C'est ça, Jérôme. Donc voilà, il n'y a pas. C'est vrai que beaucoup de personnes utilisent ce mot dans le commentaire, mais il n'y a pas véritablement d'avantage ou d'inconvénient d'ailleurs de faire des notes de frais. L'avantage, c'est plutôt de tout passer par la société, mais parfois, ça peut ne pas marcher. C'est pour ça qu'on fait des notes de frais. Michael, qui posait la question du minimum à percevoir si c'est du net brut ou chargé les 600 € par mois, c'est du brut. La validation des 4 trimestres est liée sur l'année ou par trimestre. Alors, elle est liée sur l'année. Faut au moins, ça se répartisse au moins sur 2 bulletins de salaire. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, si vous pouvez diviser sur tout. En fait, il faut fonctionner, il faut se rentrer. Vous êtes au régime général des salariés. Et si vous voulez avoir le bon logiciel en rythme de paye, il faut rentrer dans le même logiciel que ça marche pour les salariés. Les salariés sont payés mensuellement. Si vous payez mensuellement, vous allez vous éviter une panoplie de petits problèmes qui peuvent arriver ci et là au cours de l'année sur vos droits à la protection sociale. Donc, fonctionnez le plus possible, mois par mois. Aurélien qui dit, donc on se verse un salaire annuel au niveau du PAS, donc du plafond annuel de la sécurité sociale, et on complète par des dividendes pour les revenus, et à côté on place sur PER. Oui, ça peut être une idée, Aurélien, c'est pas la seule. Mais ça fait partie là des équilibres qu'il faut, trouver. Je ne veux pas en un seul mot parce que sinon ça pourrait faire. On parle de moyenne dans le tableau précédent. C'est dans le tableau des taux de remplacement, je crois. Oui, je pense. Exactement. Oui. Ce sont des moyennes. Ça ne veut pas dire que ça s'adresse, par exemple, quelqu'un qui aurait jamais été cadre de toute sa vie, mais qui est cadre la dernière année, il se rapprochera plus de la version de gauche, des premières colonnes, c'est-à-dire un taux de remplacement plus élevé. Mais quelqu'un qui aura, je ne sais pas moi, gagné 5 fois le SMIC toute sa vie, lui, il aura par contre de fortes chances d'avoir un taux de remplacement qui soit plus proche des 40%, que des 80%. C'est quasiment sûr et certain. Et le problème, en fait, en plus, c'est que souvent, la retraite n'arrive pas tout de suite. Et aujourd'hui, comme on est amené quand même à vivre de plus en plus longtemps, certaines personnes qui, au moment du départ à la retraite, essayent de liquider, ne touchent finalement leur retraite véritablement que 9 mois ou 1 an après. Il y a tout un système entre le régime général, la caisse Arco, les caisses Argic et compagnie qui est véritablement gigantesque. Et là, d'un seul coup, grosse surprise, si les personnes, comme on est jeunes de plus en plus longtemps, j'aurais tendance à dire, eh bien, ils se retrouvent à faire des prêts, des choses comme ça, et là, paf, cassure. Donc, faites très attention à ce point-là, en tout cas, de ce qu'on appelle le taux de remplacement, ou en tout cas, mettez un peu d'argent de côté le jour où ça arrive. C'était prévoyance. Oui. Contrat responsable pour prévoyance comme pour santé. Yes, Olivier, c'est tout à fait déductible. Olivier, si une année à 150 000 € de salaire et une autre année à 50 000, on a sur 4 trimestres de taux de remplacement de 50 000 et 4 autres trimestres de taux de remplacement de 150. C'est une moyenne sur toute une vie, en fait, parce que Étienne a expliqué, c'est les 25. On calcule déjà la moitié limitée au plafond de la sécurité sociale des 25 meilleures années, et on va rajouter les ARCO, les ARCGIRC, c'est-à-dire les points de retraite qu'on a pu avoir non cadres et cadres, et c'est cela. Donc, c'est pour ça. Alors, c'est vrai que ce tableau qu'on a fait, c'est les tableaux qui sont les moyennes qu'on observe. Et il est vrai que ces tableaux ont été faits plus tôt jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire des gens qui sont partis à la retraite dans les années 2000, qui ont travaillé dès les années 70, où, en règle générale, les salaires fonctionnaient plutôt comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le monde, il est plutôt fait de trucs un peu comme ça. Donc, moralité de l'histoire, c'est la raison pour laquelle ce sont des moyennes, bien évidemment. Peter, la mutuelle et la prévoyance entre la période de portabilité et la fin de la RE seront souscrits à titre personnel car pas encore de salaire. Peter, tu peux le faire au nom de la société. Ça soulève une petite difficulté, mais on va en parler. Pauline, bonjour, je reviens sur la prévoyance et la mutuelle. On est d'accord pour dire que le niveau de prévoyance mutuelle est un choix personnel. Il n'est pas fonction de la rémunération perçue. En gros, je peux avoir un tout petit salaire, mais un contrat de mutuelle et ou de prévoyance béton. Non, Pauline. En fait, tu pourrais… D'accord, enfin tout dépend de ce que tu appelles béton, bien évidemment, mais tu peux faire tout ce que tu veux. Il va arriver à un moment donné où si tu prends un contrat de prévoyance qui coûte relativement cher, on va dire, par rapport à ta rémunération qui est très faible, eh bien cette partie de cotisation va être jugée comme étant des avantages en nature et va venir comme étant un avantage en nature sur lequel tu vas payer de nouveau des charges sociales et patronales. Voilà, Pauline, et de l'impôt sur le revenu, j'avais oublié au passage.
C'est ça. Audrey, on ne va pas revenir sur remets-toi sur le tableau si tu veux bien pour Audrey, et puis je le repasserai, le tableau, tu sais, de remplacement, ouais. Et on reviendra après dessus. Mathieu, y a-t-il des stratégies lorsqu'en couple, pardon, on a chacun sa SAS en étant associé, chacun la société de l'autre, et être salarié de la société de l'autre pour bénéficier de la protection sociale, intérêt ou pas? Oui, ça peut exister en règle générale. On peut se poser la question. Alors, première question, alors Mathieu, on peut aller beaucoup plus loin. La première question, c'est est-ce qu'il y a un intérêt que tous les deux, vous soyez président de SASU? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt que l'un soit gérant et l'autre président? Est-ce qu'il n'y a pas un intérêt à être au sein d'une même société? Ce sont des vraies questions qui peuvent se poser. Alors, chacun de son côté, je ne pense pas que, si tu as deux présidents de part et d'autre, effectivement, est-ce qu'en se remettant tous les deux dans la même société, est-ce que ça économisera? Non. Par contre, tu peux réfléchir, Mathieu, à ce que l'un soit gérant majoritaire dans sa société, ce qui aura pour effet de couper les cotisations sociales. Au lieu d'avoir 86 €, on tombera à 45, voire jusqu'à 35, et que l'autre ait la protection peut-être un peu plus béton. Et puis peut-être que celui qui a une moins bonne protection se couvre grâce au premier, et éventuellement, par contre, bétonne un peu sa partie retraite. Donc, c'est un calcul qu'il faut avoir en tête. Ouais. Olivier, il faut mieux, pour la retraite complémentaire, 4, avoir des salaires 60, 80, 50 et 150. Alors, je vais peut-être répondre à cette question. En fait, la retraite complémentaire, elle fonctionne sur ce que les pouvoirs publics veulent mettre en place pour la retraite de base à l'avenir, c'est-à-dire que c'est une retraite par points qui est évaluée au nombre de points que vous avez cotisé. Vous avez un salaire et dessus, il y a deux tranches, une première et une deuxième. La deuxième tranche vous apporte beaucoup plus de points, mais en même temps, vous devez verser beaucoup plus de cotisations. Mais de manière mécanique, plus votre salaire est élevé, pour la retraite complémentaire, je parle, plus votre salaire est élevé, plus vous aurez en retour des points. Et à la fin de votre carrière, quand vous aurez atteint l'âge légal de retraite et que vous avez suffisamment de trimestres, à l'heure où on se parle, eh bien, vous avez votre capital de points et on le transfère en euros selon le taux en vigueur et ça fait votre pension annuelle sur la retraite complémentaire qui vient s'additionner à la retraite de base. Voilà. Voilà, donc on a répondu. Ludovic, si ma conjointe est salariée, a un intérêt d'être attachée à sa mutuelle? Ben ouais, il y a un intérêt. Tout à fait. Oui, bien sûr. Ça, c'est une manière aussi d'optimiser les choses. Inutile de dépenser une deuxième mutuelle, même si c'est votre société qui la paye et qui n'a pas de charge sociale. Si vous avez un conjoint qui a une mutuelle dans laquelle il y a le pack conjoint qui est compris dedans, banco, super. C'est ça, exactement. Ahmad, qui pose une question très intéressante mais à laquelle on ne peut pas répondre. Quelle préférence, opter pour une retraite complémentaire ou investir dans l'immobilier pour se constituer une rente à la retraite? J'aurais tendance à dire, Ahmad, les deux, tout simplement. Pourquoi? Parce que plus tu diversifies ton risque, mieux c'est, parce que la plupart des gens se disent ouais bon voilà, je suis à la retraite je sais pas moi dans 10 ans voilà. Mais la réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que si Dieu vous prête vie le plus longtemps possible, vous êtes en train de parler de 40 ou 50 années. C'est ça que ça veut dire très exactement. Donc, on ne peut pas se limiter à ce qui va se passer dans 10 ans. C'est qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans dans lequel vous aurez, entre parenthèses, figé votre retraite. Hein, c'est-à-dire qu'au moment où on part à la retraite, pouf, les salaires, enfin les retraites sont déterminées une bonne fois pour toutes et après sont actualisées avec des taux qui sont très faibles. On peut dire ça comme ça, d'évolution, on ne peut pas dire autrement. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui va être amené à vivre très longtemps, eh bien, même s'il partait avec 10 000 € par mois, par exemple, ce qui est quand même une somme qui est assez sympathique mensuellement, eh bien, autant vous dire qu'en euros constants, ou en euros constants, à la fin de sa vie, eh bien, ça représentera plus que 6 000 €, pas plus. Donc, ça, il faut vraiment. Donc, c'est pour ça que, Ahmad, non, je ne peux pas répondre à ta question, mais au fond de moi, j'aurais tendance à dire tu peux diversifier. C'est très important de diversifier. Bon, nous, on n'est pas là pour parler que de retraite, on est aussi là pour parler effectivement d'entrepreneuriat et autres. Et je pense effectivement qu'il y a d'autres sources de moyens d'améliorer sa retraite, mais néanmoins, l'essentiel repose quand même en France sur la retraite par répartition. N'y coupe pas, et c'est un système qui marche plutôt bien. Hein, on ne va pas prétendre le contraire, mais ce qu'on peut dire, c'est que le meilleur, on l'a connu avant et que désormais, ce sera moins bien. Ça, au moins, c'est une certitude. C'est au moins la seule chose dont on peut parler. Et Michael,
qui me parle de crypto, immobilier, retraite, course, cocktail gagnant. Oui, ça peut être très intéressant. Alors, je reprends la parole pour la dernière partie. Peut-on améliorer les prestations? Alors, on a imaginé un jeu de questions-réponses. Et là, on prend le cas, par exemple, de quelqu'un qui n'a pas de salaire. C'est-à-dire que il n'a pas écouté nos conseils et il a décidé de ne pas se donner de salaire. Hein. Bon, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'ouvrir un contrat collectif, étant donné que comme il n'y a pas de salarié, et on suppose qu'il n'y a pas de salaire et qu'il n'y a pas de salarié en plus. Hein, donc là, il n'y a pas de contrat collectif. Par contre, s'il arrive un pépin majeur, dans ces cas-là, faut peut-être penser à un contrat de prévoyance, mais qui ne tienne pas compte d'une rémunération, étant donné qu'il n'y en a pas. Et parfois, des gens s'assurent, ça c'est un truc assez extraordinaire, ils arrivent à prendre un contrat de prévoyance qui repose sur des salaires alors qu'ils ne s'en donnent pas, ce qui est complètement bizarroïde. Donc, avoir 100% de zéro, ça fait toujours zéro. Donc, pensez en fait qu'aujourd'hui, vous pouvez très bien ouvrir un contrat de prévoyance qui n'est pas assis sur votre rémunération, mais qui est basé sur soit un montant de capital, soit un montant de remplacement sur un montant que vous avez déterminé vous-même. Et notamment, je pense à toutes les personnes qui se trouvent dans cette situation-là, après une année de portabilité, et de se dire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, oui, on peut prendre. Oui, il va y avoir, entre parenthèses, un petit souci d'un point de vue fiscal et social, mais on est là pour vous renseigner, les assureurs également. Donc, il faut véritablement bien penser à ça. Donc, ça, c'était le premier point et la première stratégie à avoir. La deuxième stratégie, on se verse un salaire, d'accord? Et donc, dans ces cas-là, ce qui est intéressant de faire, c'est d'ouvrir le fameux contrat collectif. Alors, Étienne, peut-être un point, quand tu parles, tu sais, uniquement d'essai pour un taux de cotisation de 2,5%, ça évite de faire de la DUE, je crois, de mémoire. Si on va au-delà, ça peut le faire. Mais le deuxième point, c'est immédiatement d'ouvrir un contrat prévoyance pour couvrir justement l'arrêt de travail et l'invalidité. Et c'est là où il faut que vous choisissiez le très bon assureur qui va comprendre une fois de plus la différence de ce que peut être un contrat d'invalidité. Donc ça, je pense que c'est un point qui est ultra important. Troisième petit point, c'était notamment, on se verse un salaire et donc on va ouvrir un contrat collectif qui répond aux obligations de la convention collective. Alors, c'est un truc un peu spécifique, mais c'est vrai que quand vous êtes le seul président, je rappelle, comme vous ne dépendez pas du droit du travail, par définition, il n'y a pas de convention collective qui vous sont applicables, à proprement parler. Mais par contre, dès qu'il y a un salarié, ça devient d'où l'intérêt de se mettre tout de suite dans un bon contrat collectif qui réponde aux bonnes obligations de la convention collective. Et puis, vous ouvrez de nouveau un contrat de prévoyance, cette fois pour couvrir tous les trous de garantie. Ça, je pense que c'est un point qui est ultra important et qu'on appelait à une certaine époque. Alors, tout à l'heure, j'ai vu un truc qui parlait de loi Madelin. Alors, ça n'a jamais été le cas de loi Madelin, parce que la loi Madelin, c'était pour les gérants majoritaires, mais c'était le même esprit qu'on appelait auparavant les articles 83 du Code général des impôts et qui répondaient en fait à cette demande. Autre point, on va parler, c'est le Perrot. D'accord? Donc, c'est nouveau. Enfin, ça vient de sortir presque. J'exagère. Ça a combien de temps, Étienne? Ça date de la loi Pacte, mais disons que récemment, le succès s'est rendu obligatoire depuis le 1er octobre. Donc, c'est récent. Ouais. Alors, auparavant, ça existait, mais ça prenait de forme. Et la grosse différence, c'est principalement que ce plan d'épargne retraite obligatoire peut donner lieu au versement d'un capital alors que son prédécesseur ne pouvait pas. Auparavant, c'était uniquement que de la rente et désormais, on peut choisir une partie en capital et une partie en rente. Et là, le président, bien évidemment, peut en bénéficier. Alors, j'appelle votre attention sur un point qui est très important. Si vous avez l'ancien système, vous seriez tenté de dire « Ah ben tiens, on va passer sur le Perrot ». Pourquoi? Parce que du coup, j'ai le capital. Erreur. Pourquoi? Parce que si vous avez un assureur qui n'est pas très heureux en la matière, il va faire signer un nouveau contrat, c'est nickel. Sauf que le problème, c'est que votre ancien plan d'épargne retraite, il est peut-être parti sur une table de mortalité plus basse que celle qu'on va vous faire signer. Ça veut dire de façon très concrète, oui, vous pourrez peut-être avoir un capital plus important, mais vous aurez très certainement beaucoup moins d'argent
que dans l'ancien système si la table de retraite a été changée. Donc, si vous l'avez fait il y a 6 mois, à la limite, ça, pourquoi pas, on peut l'imaginer. Mais si vous l'avez fait il y a 10 ans, eh bien, il y a une grosse question à se poser avant de passer de l'un à l'autre. Faites exactement très attention. Voilà, ça, c'est le point qui est essentiel. J'étais un petit peu trop vite. Voilà, s'il n'y a pas de Pôle emploi, voilà, souscription. Alors, ça, c'était l'autre petit point qu'on voulait discuter juste à la fin. Bon, on va aller très vite dessus. Il faut savoir que c'est une question qui nous est très régulièrement posée à Étienne et à moi. On nous dit, tiens, pourquoi le président de SASU ne peut pas bénéficier du chômage? Bon, alors de façon très concrète, non, il ne peut pas bénéficier de Pôle emploi. Est-ce qu'il peut avoir une assurance spéciale chômage? Oui. Je crois de mémoire, Étienne, qu'il y a 4 assurances, je crois, qui aujourd'hui font ça en France. C'est un régime dans lequel, grosso modo, il faut avoir coulé la boîte pour faire ultra simple, et dans lequel vous allez pouvoir percevoir de cotisations, enfin de systèmes effectivement qui se rattachent énormément comme au système de Pôle emploi. Alors, oui, Pierre, Alexandre, il y aura bien ça. Perrin. Que pensez-vous de Women et Alan? De bons plans pour le président de SASU? Alors, on pourrait peut-être en donner une autre d'ailleurs, tiens, parce que ça c'est un truc, si vous voulez voir aussi, on a d'autres possibilités. Hop, tenez, comme ça, au moins, il y en a, c'est des choses à décider. Aujourd'hui, il n'y a pas de bons ou de mauvais assureurs. Clairement, si on prend le cas d'Alan, on les connaît bien, c'est des gens très sérieux. Ce qui est vachement agréable avec eux, c'est que généralement, le coût des cotisations, notamment pour les salariés, est relativement faible pour les trucs obligatoires. C'est super cool. Les DUE sont faites automatiquement par Alan. Il y a un très grand. S'agissant de WeMind, je connais un petit peu moins. Là, j'ai mis un 3e, comme ça, au moins, on dit toujours qu'il faut 3 trucs, comme ça, on sera tranquille. Mais de façon très concrète, c'est surtout le rapport que vous allez avoir avec le contact et qui va correspondre, en fait, à tous les critères dont on a pu vous déterminer. Donc, je pense que ça, c'est un point qui est super important, en tous les cas, si ça peut vous être utile. Autre et dernière partie, que se passe-t-il en cas d'embauche d'un salarié? Alors ça, c'est super cool. Eh bien, on se pose juste une question. Est-ce que c'est le même collège ou pas? Traduire, comme vous êtes nécessairement cadre au sein de la société, il y a 2 collèges possibles, collège non cadre et collège cadre. Alors, je sais qu'à une certaine époque, on arrivait à faire des trucs par demi-collège ou dire non cadre où personne, effectivement, s'apportait un nom très spécifique. Désormais, en France, on ne reconnaît que 2. Et puis, honnêtement, je pense sincèrement que dans les années qui vont venir, il n'y aura plus qu'un seul collège. Cette notion même de cadre et non cadre risque de disparaître en France pour de bon. Donc voilà, mais par contre, c'est sûr que si c'est le même collège, eh bien, le contrat choisi sera identique et on aura exactement les mêmes pourcentages de prise en charge par la société, quoi qu'il arrive. On ne pourrait pas dire, tiens, là, je prends à 60%, par contre, pour les salariés, je prends qu'à hauteur de 40%. Ce n'est pas faisable. Il faudra que tout le monde, dans le même collège, ait cela. Après, sinon, vous connaissez, il y a des systèmes de ce qu'on appelle de holding, où on peut avoir d'autres avantages ailleurs, et ça permet de mieux compartimenter directement. Alors, en attendant, je ne sais pas si vous avez d'autres questions, je pense qu'on est dans les temps. Voilà, vous voyez 15 heures, donc ça fait 1 heure, donc on est presque dans les temps. Pour une première, Étienne, tu vois, c'était pas si mal que cela. N'hésitez pas à poser d'autres questions. Bon, pour ma part, je termine juste sur un petit point, parce qu'à chaque fois, au service commercial, on en parle. Pour le parrainage, et je sais que certains d'entre vous ne sont pas nécessairement clients chez Doux, vous pouvez vous faire parrainer, vous allez avoir 1 mois gratuit de plus, et pour celui qui vous parraine, c'est 1 mois gratuit de plus de comptabilité. Mieux, vous pouvez vous auto-parrainer, c'est-à-dire que de façon très concrète, eh bien, si vous créez une société civile immobilière ou si vous créez votre propre holding, ça vous fait 2 mois gratuits, 1 mois dans votre nouvelle société et 1 mois pour votre propre société. Bon, je crois qu'on a été, voilà, Olivier, feu, pour ceux qui veulent donner leur parrain, n'hésitez pas en tous les cas, on est très ouvert d'esprit comme vous pouvez le voir.
s'il n'y a pas d'autres questions, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se remette un petit tour de disco et puis on va y aller. Frédéric, on va en profiter pour répondre aux dernières questions. Frédéric, existe-t-il des exonérations de certaines cotisations selon le salaire versé? Frédéric, oui, ça s'appelle l'ACRE, très exactement. C'est-à-dire que c'est un système qui, quand tu en bénéficies, te permet de payer, on va dire, un tiers des cotisations que tu aurais dû payer. Avec Étienne, on anime d'ailleurs un webinaire dessus. Mathieu, rapport à la portabilité, cela veut dire qu'on a 1 an pour s'inquiéter de trouver un assureur à partir d'une rupture conventionnelle, par exemple, à partir d'1 an à laquelle tu es inscrit à Pôle emploi, très exactement. Et si tu peux le faire un petit peu avant, je pense que c'est pas plus mal. Voilà, c'est plutôt. Et Frédéric, je pensais plutôt à l'Agir qu'à l'ARCO. Tu n'as pas d'exonération en propre emploi, hein, voilà, tout simplement. L'ACRE, ça ne marche pas sur la retraite complémentaire. Non, c'est raté. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, écoutez, je vois que vous avez été très nombreux et on va bientôt arrêter. Tout à l'heure, on parlait d'un écart entre le salaire et les cotisations à une prévoyance qui se faisait rattraper. Une dynamique qu'on peut se permettre. Je ne sais plus très bien, Michael, il y a des calculs à faire. C'est assez complexe, c'est un pourcentage. La prochaine fois, on le mettra. Je vais le noter pour qu'on le mette la prochaine fois dedans. Bon, écoutez, oulala. Je vous remercie énormément pour votre présence parce que je vous propose